l'art du questionnement. Module 2, capsule asynchrone. On a vu dans la capsule précédente avec la recherche en dialogue philosophique que cette recherche-là est orientée en fonction de 4 causes. La première cause qui est la cause finale, c'est-à-dire le but, la visée de la recherche. Dans le cas des dialogues philosophiques, c'est d'assurer la validité et le sens à l'expérience. On a la cause formelle qui est le processus de recherche. Alors la forme que prend la recherche, dans le cas ici encore du dialogue philosophique, c'est la problématisation, la théorisation et la justification qui permettent de redonner du sens à l'expérience. Troisième, c'est la cause efficiente qu'on n'a pas abordée, qu'on va aborder dans cette capsule-là, cause efficiente qui passe par le questionnement qui va amener l'effet, qui va permettre le processus de se mettre en marche. C'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Avant qu'on aborde plus en détail ça, je voudrais commencer par une citation de Mathieu Gagnon dans son petit livre Animer une communauté de recherche philosophique, qui dit que il n'y a pas de recette pour questionner. Et le questionnement ne se résume pas à l'application d'une technique. Le questionnement est un art. Alors vous allez voir dans ce qu'on va aborder dans cette capsule-là, c'est pas pour rien que j'ai appelé la capsule l'art du questionnement. Dans cette capsule, on va voir que c'est vraiment un art de questionner. C'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. Alors, on peut avoir des dispositions, on peut avoir du talent pour le faire, mais il y a aussi des techniques qui sont importantes pour qu'on soit capable d'y arriver. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule. Pour commencer, ce qu'on peut dire sur l'art du questionnement, premièrement, comprendre une question. Alors, si on dit que le questionnement, c'est la cause efficiente, c'est ce qui va apporter un effet. Et l'effet qu'on veut apporter, c'est les réponses. Alors ici, le questionnement, c'est vraiment une demande qu'on va adresser pour obtenir une réponse, soit une information, une explication, un point de vue qu'on va avoir. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est une cause efficiente, c'est-à-dire qu'elle amène un effet. Alors, c'est une cause qui va amener un effet. Quand on questionne quelqu'un, on va avoir une réponse. Ça va amener un effet, une réponse particulière. Et si on aborde plus loin avec le questionnement, c'est le fait de poser un ensemble de questions sur un sujet. Alors, c'est pas juste poser une question, mais le questionnement, c'est poser plusieurs questions. Alors, on va faire de façon soutenue, le faire de façon systématique. Alors, c'est ce qu'on va aborder dans cette approche. Alors, c'est pour ça que c'est un peu qu'on peut comprendre pourquoi c'est la cause efficiente. L'art du questionnement. Alors, cause efficiente, comme je disais, la cause de la recherche. Cette cause-là, est-ce qu'elle est neutre? Est-ce que c'est neutre de questionner? Alors, souvent, on pense que questionner, c'est neutre, mais en réalité, c'est pas si neutre que ça. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, quand on questionne, on a plein de présupposés. Alors, on va questionner à partir des présupposés qu'on a. Alors, on a vu les présupposés avec la communauté de recherche, le présupposé qui va orienter la réflexion. Alors, si on dit pourquoi les garçons sont plus intelligents que les filles ou pourquoi les filles conduisent mieux que les garçons, alors, dans ça, il y a des présupposés qui vont orienter. Déjà, la question demande une certaine réponse. Alors, c'est pas neutre de questionner, alors on oriente déjà la question. En plus de ces questions, des présupposés qu'on peut avoir, on peut aussi avoir certains biais. Alors, des biais de confirmation qui vont faire, biais de confirmation qui est un exemple parmi les nombreux biais, quels sont les biais de confirmation qui vont faire qu'on ne questionnera pas tout. On va questionner ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ce qui fait que pourquoi on est d'accord ou qui correspond à notre pensée ou qui fait du sens, qui semble clair, on ne le questionnera pas parce que ça va confirmer ce que nous on pense. Ce qui montre que finalement le questionnement n'est pas si neutre que ça. Alors comment on peut faire pour tendre vers l'objectivité ou qu'est-ce qu'il faut faire pour tendre vers l'objectivité dans le questionnement? Parce qu'il y a une différence entre neutralité et objectivité. Alors, si on sait que c'est pas neutre, comment on peut faire pour être le plus objectif possible, pour se débarrasser de nos présupposés, pour se débarrasser de nos biais, pour se débarrasser de la forme qu'on va donner à nos questions. Alors, comment on va faire pour faire ça? Mais c'est en connaissant un peu plus comment le questionnement fonctionne. Alors, lors du questionnement, comment on fait pour aller vers cette objectivité-là? Premièrement, il faut détacher un peu la forme du contenu. Alors, quand on questionne, c'est important de suivre la discussion là où elle va. Alors, on ne veut pas orienter le contenu quand on est en train de questionner. Ce qu'on veut faire, c'est assurer la rigueur à la recherche et à la pensée. Alors, c'est pas qu'on veut avoir un emprise sur le contenu, mais c'est qu'on veut s'assurer qu'il y ait une forme qui convienne. Alors, en ce sens-là, c'est pas les idées qu'il faut questionner, mais c'est le processus à la fois de recherche et le processus de pensée.
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, quand on suit la discussion là où elle va, ce qui est important, c'est pas tant les idées qui sont données. Oui, sont importantes les idées, mais ce qui est important, c'est de les problématiser. Alors, être capable de les problématiser, ces idées-là, voir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Peu importe l'idée. Alors, de voir quel est le problème derrière ces idées-là. Être capable de la théoriser, c'est-à-dire d'aller plus loin, de dépasser cette première idée-là pour aller chercher encore plus de richesse. Alors, c'est pas de dire, ben voici ce qu'il faut penser ou non, ben c'est approfondissons ce qu'on doit penser. Et c'est de valider, ben c'est de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est valide, est-ce que ça marche dans un contexte, est-ce que ça fonctionne dans un autre ou non. Alors, c'est pas tant d'orienter les contenus, mais c'est d'orienter la recherche en se disant, ben c'est important que peu importe les contenus qu'on va faire, c'est de voir ben quels peuvent être les problèmes associés à ça. Comment qu'on peut aller plus loin par rapport à ces idées-là? Comment qu'on peut faire pour les vérifier, pour s'assurer qu'ils sont adéquats ou qu'ils conviennent? Alors, premier élément super important pour aller vers l'objectivité, c'est de se détacher un peu des contenus pour voir un peu plus le processus qui est derrière le questionnement. En plus, c'est important pour aller vers l'objectivité d'essayer d'assurer les trois dimensions d'un dialogue philosophique. Alors, on les a vues plusieurs fois, dimension sociale, affective, cognitive et philosophique. Alors, dans notre questionnement, il faut s'assurer d'aller chercher chacune de ces dimensions-là. Pourquoi? Ben justement pour donner de la rigueur à notre recherche, pour s'assurer qu'on soit dans une co-construction, pour s'assurer qu'on dépasse la simple opinion et qu'on est vers des recherches de critères qui vont permettre de donner du sens et de la validité à l'expérience. Alors, super important de se détacher du contenu pour s'attarder davantage à la forme, c'est-à-dire au processus de recherche et aux dimensions d'un dialogue philosophique. C'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour faire ça? Alors, pour faire ça, ben, il y a différents types de questions qu'on peut poser, on va en aborder. Alors, il faut comprendre que les types de questions qui sont là, questions fermées ouvertes, générales, d'animation, conceptualisation, validation, spécifiques sur les habiletés sociales et cognitives, sur les modes de pensée ou spécifiquement philosophiques. Ces questions-là sont des catégories pour aider à comprendre le processus. C'est pas des catégories qui sont exhaustives, c'est pas des catégories qui sont finales. Alors, ce sont des catégories pour nous aider à comprendre ce qui est en jeu dans le questionnement, dans cet art-là quand on anime. Alors, certains auteurs vont donner différentes formes au questionnement. Moi, j'aime bien cette forme-là parce que c'est simple, on n'a pas à penser à 18 formes de questions qu'on peut poser. C'est des questions qui sont assez générales, mais qui peuvent être assez passe-partout, tout en étant assez spécifiques pour faire progresser la recherche. Commençons tout de suite avec les questions fermées, comparativement aux questions ouvertes. Alors, questions fermées, questions ouvertes, qui sont des catégories très larges qui peuvent rentrer d'autres catégories dans ça. Alors, les questions fermées vont être des questions dont les réponses vont être peu élaborées. Par exemple, aimez-vous le chocolat? Alors, la réponse à cette question-là, on dit que une cause efficiente qui va amener un effet. Alors, quand on pose la question « aimez-vous le chocolat? » on va avoir une réponse peu élaborée. La personne va répondre « oui »,« non », le noir ou au lait, sinon j'aime pas ça. Alors, réponse qui est peu élaborée. Alors que des questions ouvertes vont être des questions qui vont apporter une réponse qui va être plus développée. Par exemple, pourquoi aimez-vous le chocolat? Alors là, ça demande d'aller plus loin. Alors, certaines personnes vont réfléchir sur l'amertume, d'autres qui vont dire ben j'aime ça parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Alors, pourquoi on aime le chocolat? Les réponses vont être beaucoup plus développées que la question fermée. Alors, on voit déjà une première distinction entre les deux. Questions fermées, c'est aussi des réponses qui vont être la plupart du temps complètes en elles-mêmes, qui vont demander très peu de précision ou de justification. Alors, de quelle couleur est le chat? On a un chat devant nous, de quelle couleur est le chat? Ben, on va dire, il est blanc, il est noir, il est brun et orange. Alors, on peut rapidement donner une réponse sans avoir à dire plus que ça. Mais dans la question ouverte, on va aller chercher une pluralité de réponses et des réponses souvent de différents types. Alors, l'exemple qui est là, qu'on a donné plus tôt, pourquoi aimez-vous le chocolat, on va avoir des réponses de différents types. Mais ici, dans la question qu'on pose, de quelle couleur peuvent être les chats, alors là, on peut avoir une pluralité de réponses qui vont être très différentes les unes des autres. Alors, encore une autre distinction entre les deux. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en dialogue philosophique, on va utiliser quand même les questions ouvertes, les questions fermées, on va en poser des questions fermées. Mais ce qui est important, c'est de toujours les accompagner d'une question ouverte. Parce que quand on est en dialogue philo, ce qu'on veut, c'est ouvrir sur les possibilités, c'est approfondir les différentes idées. Alors, si on arrête à une question fermée, aimez-vous le chocolat?
oui, ben c'est important de poser une question peut-être après, ben pourquoi vous aimez le chocolat? Et aller plus loin dans la réflexion pour ça. En ce sens-là, les questions ouvertes sont vraiment essentielles pour assurer le processus de recherche, le processus de pensée et les différentes dimensions d'un dialogue philosophique. Alors, petite distinction à faire, quand on questionne, oui, on va avoir des questions fermées, mais il faut aussi aller vers des questions qui vont être ouvertes. Questions ouvertes qui peuvent prendre vraiment différentes formes. Premier type de questions ouvertes qu'on peut avoir, c'est des questions générales d'animation. Alors, questions générales d'animation, ce sont des questions qui vont permettre d'ouvrir et d'élargir la recherche à plusieurs possibilités, un peu comme ce qu'on dit. Alors, c'est ce qui va nous permettre d'explorer différentes avenues, d'approfondir l'ensemble des éléments qu'on peut avoir. C'est aussi des questions qui vont appeler à la pluralité des réponses et à une diversité de ces types de réponses. Alors, ça veut dire que je peux poser une question, mais qui va amener différentes explications. Parfois, certaines personnes vont donner des causes, d'autres vont donner des exemples, ou ils vont parler de leur expérience pour être capable de répondre à cette question-là. Exemple qu'on peut avoir ici, alors question qui devrait revenir systématiquement dans vos animations, c'est la question pourquoi. Alors, une question pourquoi, c'est très large. On peut répondre de différentes façons pour à cette question-là. Même principe, sur quoi tu te bases pour? Alors, ça amène une pluralité de réponses. Ben, tu peux te baser sur ton expérience, sur une étude que tu as vue, tu peux te baser sur des raisons, sur des valeurs. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent amener ce type, il y a plusieurs questions qui peuvent être amenées par ce type, il y a plusieurs réponses qui peuvent être amenées par ce type de questions. Questions générales d'animation aussi vont être super importantes pour être capable de mettre en lien des participants, mettre en lien leurs interventions et leurs idées. Par exemple, et aussi pour travailler certaines habiletés sociales. Alors, c'est en lien souvent avec ça, avec le fait de faire des liens. Alors, ces questions générales d'animation-là vont être des très bons outils, entre autres, pour travailler la dimension sociale et affective. Exemple de question, quelqu'un voudrait aider. Alors, quand on dit quelqu'un voudrait aider Jérôme à dire ce qu'il est en train de dire, quelqu'un voudrait aider. Alors, quand on pose ce type de question-là, ben là, on est en train d'établir des liens. Alors, on force à établir des liens et à travailler certaines habiletés. Ça nous force à écouter, ça nous force à reformuler et ainsi de suite. Y a-t-il des liens entre ce que Julie dit et ce que tu dis, ou entre ce que Julie dit et ce que Yacine dit? Alors, encore là, ici, on force à établir des liens. Alors, ici, on n'est pas dans des questions très, très spécifiques qu'on demande. C'est très général, c'est ouvert, ça mène à une pluralité de réponses, mais en même temps, ça met en lien les différentes interventions et les différents liens. Plus précisément, on peut aller, fais-tu un lien entre tel concept et tel concept? Fais-tu un lien entre ce que Jérôme et ce que je dis? Alors, on peut mettre en lien à la fois des idées, mais on peut mettre en lien des participants grâce aux questions générales d'animation. Questions générales d'animation, ça se place à peu près n'importe quand, n'importe où. Ça permet d'ouvrir, d'élargir vraiment la recherche et de vous aider dans ce processus d'exploration. Questions générales d'animation qui vont être présentes à la fois dans le moment où on va problématiser, qu'on va théoriser ou qu'on va justifier, parce que c'est des questions qui sont très générales. Alors, une question pourrait amener une réponse qui va permettre de problématiser ou une autre réponse qui va permettre de justifier. Alors, ça peut vraiment aller dans différents actes de recherche. En plus des questions générales d'animation, on a les questions de conceptualisation. Alors ici, on se rapproche un peu de ce qu'on voyait avec Toddy et Brinifi sur les actes de pensée philosophique. Alors, question de conceptualisation, c'est ce qui va permettre d'établir une compréhension commune. Alors, qu'est-ce qu'on comprend d'une situation? Qu'est-ce qu'on comprend d'un élément? Qu'est-ce qu'on comprend de ce dont on est en train de parler? Alors, cette compréhension-là peut être très simple en traitant directement de ce qu'on a compris. Alors, on vient de lire une histoire, qu'est-ce que vous avez compris de ça? Ou ça peut être quelque chose de plus particulier. On demande, à quoi pensez-vous quand on vous dit telle affaire? À quoi pensez-vous quand vous voyez telle image? Alors, c'est vraiment une compréhension commune, c'est être capable d'exprimer ses premières impressions, ses perceptions, ses points de vue pour être capable de vraiment avoir une compréhension commune et que chacun comprenne les éléments importants ou les éléments de base qui sont présents dans un élément. Alors, question de conceptualisation, établir une compréhension commune entre les différents participants. Question de conceptualisation aussi, c'est être capable d'identifier un problème ou de problématiser. Alors, c'est des questions qui vont permettre d'amener un certain doute, de faire ressortir des perceptions, des enjeux, des causes, qui vont être super importantes pour
conceptualiser un problème. Alors, ce sont des éléments qui permettent de problématiser, alors de concevoir, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe présentement? Alors, y a-t-il un problème, un enjeu dans ou avec? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Alors, on est en train de faire des questions de conceptualiser. Alors, ce qu'on conceptualise, c'est pas une idée ou un thème, c'est vraiment une problématique. Alors, on va aller chercher autre chose. Quelle serait la cause, la ou les causes dans ce que tu dis? Alors, pour qu'on soit capable d'identifier le problème, pour être capable de bien le comprendre, de le conceptualiser, ben, on a besoin parfois d'aller chercher certaines questions un petit peu plus précises. Alors, les questions de conceptualisation vont permettre de conceptualiser des problèmes. Vont aussi permettre de conceptualiser certains thèmes. Alors, vont permettre de proposer des hypothèses, de définir, de prioriser. Alors, des questions comme comment définirais-tu? Alors, quand on est en train de définir, on est en train de théoriser d'une certaine façon, mais on est en train de conceptualiser. Comment concevez-vous? Alors, comment concevez-vous l'amour? Comment concevez-vous l'amitié? Alors, on est en train d'essayer de trouver des hypothèses, des façons de se le représenter et de donner une réponse. Y a-t-il une différence ou une ressemblance entre ce que tu dis et ce que tu dis? Alors, quand on fait des distinctions, des comparaisons, on est aussi en train de conceptualiser, on est en train de clarifier les concepts, de voir qu'est-ce qui appartient à un, qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui pourrait appartenir aux deux. On est vraiment dans une conceptualisation. Comment décririez-vous? Comment expliquez-vous? Ce sont d'autres types de questions qu'on peut poser pour explorer, théoriser à partir des questions de conceptualisation. Généralement, ces questions-là sont ouvertes, alors vous voyez que c'est tous des questions ouvertes. C'est intéressant, en plus d'avoir ces questions de conceptualisation-là, d'aller avec des questions qui vont permettre de valider. Alors, des questions de validation qui, elles, vont justifier les points de vue. Alors oui, on conceptualise, on va théoriser, on va problématiser, mais maintenant, il faut être capable de justifier. Alors, quel type de questions qu'on va poser? Ben, ça va être des questions de validation, des questions qui vont nous permettre d'aller chercher des raisons, des critères. Exemple, qu'est-ce qui te permet de justifier? Alors, quand tu dis que c'est pas juste, ben qu'est-ce qui te permet de dire que c'est pas juste? Alors, qu'est-ce qui te permet de justifier? Pouvez-vous me donner une raison ou un critère? Sur quelle raison tu te bases pour dire ça? Est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres critères pour s'appuyer ou pour argumenter, sur lesquels on pourrait fonder notre argumentation? Alors, l'idée de validation, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui permet d'argumenter et sur quoi qu'on va reposer notre argumentation. Question de validation aussi, c'est pour permettre d'évaluer. Alors, c'est pas juste pour appuyer, mais c'est pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, identifier les conséquences et les limites d'une idée. Éprouver l'application. Alors, est-ce que ça peut fonctionner de façon réelle, dans le concret, dans le quotidien? Regarder l'envers et les contre-exemples. Alors, est-ce qu'il y aurait un envers à cette position-là? Est-ce qu'on pourrait voir autrement? Est-ce qu'il y aurait des contre-arguments qui pourraient être dans ça? Alors, la validation, c'est aussi ça, c'est d'éprouver quelles sont les limites de cette argumentation. Alors, exemple qu'on peut avoir, êtes-vous d'accord avec pourquoi? Êtes-vous d'accord avec ça, mais pourquoi? Alors, on va vraiment aller dans l'évaluation. Pourquoi vous êtes d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Y a-t-il des conséquences à? Alors, ce que tu dis là, est-ce qu'il y a des conséquences à ce que tu dis? Est-ce qu'il y a des implications par rapport à ce que tu viens de nous avancer? On peut vérifier aussi, est-ce qu'il y a des situations où c'est pas possible ce que tu dis? Où c'est possible? Lesquelles? Pourquoi? Alors, on essaie de justifier, de valider finalement où est-ce que ça peut fonctionner de façon concrète. Est-ce que tu as des exemples qui permettent de démontrer ou est-ce que tu as des contre-exemples qui permettent d'infirmer ce qu'on est en train de dire? Parce que la validation, c'est pas juste dire que ça fonctionne. La validation, ça peut aussi dire que ça fonctionne pas. C'est un peu ça le but du questionnement, c'est de voir qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne et qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que mon argument se tient ou qu'est-ce qui fait que mon argument se tient pas. Alors, ces questions-là sont hyper importantes pour aller plus loin et se justifier. Alors, on voit aussi dans le processus de recherche qu'il y a un lien direct avec la justification. Alors, quand on va poser des questions de validation, on va souvent être dans ce processus de justification. Lors du questionnement, on passe aussi par les questions spécifiques sur les habiletés de pensée. Alors, on a vu les questions générales d'animation, les questions de conceptualisation, les questions de validation. Parfois, dans ces différentes questions, on a besoin de questions plus précises. Alors, des questions qui vont amener certains types de réponses très précises. En ce sens, les questions spécifiques sur les habiletés sociales et cognitives vont accorder de l'importance aux habiletés
que ce soit sociale ou cognitive, et aux différentes postures de recherche. Ça veut dire que quand on pose ces questions-là, c'est pour travailler certaines habiletés qui nous semblent nécessaires ou importantes dans le processus qu'on est. Alors, avec des questions de conceptualisation ou des questions de justification, parfois les questions peuvent être très larges, mais on peut avoir besoin de questions plus précises pour faire progresser la recherche, faire progresser les idées. Par exemple, on pourrait poser la question, est-ce qu'il y a un présupposé ou une généralisation dans ce que tu es en train de dire? Laquelle, lesquelles, ou dans ce qu'on est en train de dire, lesquelles, oui, pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est une généralisation, en quoi c'est un présupposé? Alors, poser ces questions-là va nous permettre aussi d'approfondir la recherche, mais ici, on est dans une question très spécifique. Alors, c'est spécifique. Ce qu'on veut avoir comme réponse, c'est un présupposé. Ce qu'on veut avoir, c'est une généralisation. Ça se peut qu'on réponde oui, non, puis qu'il n'y en ait pas finalement de présupposé de généralisation, mais ce qu'on va avoir fait, c'est quelque chose de très spécifique. On va avoir observé des présupposés et des généralisations. On n'aura pas exploré différents éléments pour valider ou différents éléments pour conceptualiser. On va avoir travaillé quelque chose de très précis. Alors, en ce sens-là, les questions spécifiques vont accorder une importance importante aux habiletés ou aux postures. Si je fais le lien avec les postures, permet aussi de favoriser l'écoute, le respect, la collaboration, l'étonnement, le doute. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne, surprend, questionne dans ce qu'on vient de voir, dans ce que vous avez vu? Alors là, ici, on est vraiment plus dans des habiletés sociales ou des dispositions qui permettent, des postures qui permettent de faire la recherche. Quelqu'un voudrait résumer ou reformuler ce qui a été dit. Alors, quand on demande une question qui est très spécifique, alors le fait de résumer, on demande quelque chose de spécifique, mais qui force l'écoute, qui force la reformulation, qui force un travail social et affectif. En ce sens-là, ça permet aussi de circonscrire davantage ou de préciser davantage ce qu'on est en train de faire, d'obtenir une réponse encore plus précise. Alors, les questions sur les habiletés spécifiques, ça, c'est des questions qui vont être précises. C'est pas des questions qui sont nécessairement fermées parce qu'il peut y avoir une multitude de réponses. Alors, si je demande est-ce qu'il y a un présupposé, il peut y avoir une multitude de réponses, mais les réponses vont être précises, c'est un présupposé qu'on va avoir. Ça permet de circonscrire davantage la recherche. Alors, pouvez-vous me donner une hypothèse? Alors ici, c'est quelque chose de très précis. On circonscrit la recherche dans ce qu'on est en train de faire. Est-ce que quelqu'un pourrait m'identifier les différentes parties? Est-ce qu'il y a un sophisme dans ça? Quels seraient les moyens pour? Y a-t-il des catégories? Alors, ce sont tous des questions qui sont spécifiques sur les habiletés sociales et cognitives et qui permettent de circonscrire la réflexion, qui circonscrire la recherche et qui permettent d'avoir des réponses plus précises. Alors, questions qui peuvent aussi être intéressantes et importantes à poser. Question maintenant sur les modes de pensée. Alors, les modes de pensée, vous allez voir un peu plus tard dans le processus de réflexion dans la pensée, de la façon dont la pensée est organisée, fonctionne. Il y a différents processus de pensée. On a la pensée critique qui, là, permet la raisonnabilité et la justification. Alors, on peut poser des questions pour exploiter ce mode de pensée-là. Par exemple, est-ce que notre raisonnement est applicable à tous les contextes? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vérifier est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que on est dans une justification qui est applicable? Alors ici, la pensée critique va être souvent très, très proche de la justification. Alors, quand on parle des questions de validation, la pensée critique peut être très proche. Mais où est-ce que ça devient vraiment différent? C'est dans les autres modes de pensée, avec la pensée créative, où on va poser des questions. Pourrions-nous envisager autrement? Alors, on n'est plus juste dans la validation ou dans la justification, on s'en va ailleurs, on est dans quelque chose de productif, d'inventif, qui permet d'aller ailleurs avec la pensée. Alors, c'est un type de question qu'on peut poser qui est pas une question spécifique sur des habiletés de pensée, qui est pas une question nécessairement de validation, ni de justification, mais qui permet d'ouvrir davantage en travaillant certains modes de pensée. Même principe, exploiter la pensée vigilante. Alors, la pensée vigilante, c'est ce qui va faire qu'on va être attentif aux différents aspects, où on va être capable de donner de la valeur à certaines idées ou à certains propos. Alors, y a-t-il quelque chose que nous devrions considérer pour? Alors, ça nous amène à ouvrir davantage, à être attentif. OK, il y a peut-être des éléments qu'on a oubliés qu'il faudrait prendre en considération. Alors, ça, c'est la pensée vigilante qui en fait appel. Et enfin, on a la pensée réflexive qui est toute la pensée qui nous permet de faire de la métacognition sur notre processus, à la fois sur le produit de notre jugement,
le produit en fait les jugements, mais à la fois sur le processus qui est mis en place. Alors, toute la métacognition, l'autocritique, alors voir est-ce que ça fonctionne ou non, et l'autorégulation, être capable de changer si ça fonctionne ou non, changer a posteriori, mais aussi a priori, en étant capable de prévoir certains embûches qu'on peut avoir. Type de questions qu'on peut poser pour ça, comment sommes-nous arrivés à? Quels sont les éléments de contenu? Quelles sont les habiletés que nous avons sollicitées pour arriver à cette conclusion-là? Alors là, ça force les participants à voir, bon, OK, par où on est passé? Pour réfléchir sur le processus qui a été mis en place, à la fois du point de vue des idées, mais du point de vue des habiletés qui ont été utilisées et la façon qu'on s'est pris. Ou, comme je disais aussi, a priori, est-ce qu'il y aurait des habiletés qui nous aideraient pour répondre à la question? Est-ce qu'il y a des habiletés qui nous aideraient à résoudre cette problématique? Alors, c'est aussi une autre façon de solliciter la pensée réflexive. Ces modes de pensée-là, c'est important et intéressant de le faire parce que si on veut vraiment développer la pensée, il faut développer chacun de ces aspects-là. Alors, on ne veut pas juste être critique dans notre façon de réfléchir, mais on veut aussi être créatif, vigilant, réflexif. Ça veut dire qu'il faut varier nos types de questions quant au mode de pensée. Enfin, viennent les questions spécifiquement philosophiques. Alors, ces questions spécifiquement philosophiques-là vont, entre autres, participer grandement à la validation. C'est une forme de validation qu'on a par Enfin, viennent les questions spécifiquement philosophiques. Ces questions-là sont importantes pour faire émerger les critères. Alors, on parlait de l'importance des critères pour valider. Alors, cette validation, c'est pas juste une validation quelconque, c'est une validation pour donner de la validité et du sens. En ce sens-là, les questions qu'on va poser doivent permettre de, oui, dégager des critères, mais des critères qui vont un peu plus loin que des simples critères. On veut des critères qui vont être des méta ou des méga critères, des critères sur lesquels les autres critères vont s'appuyer pour avoir du sens. Alors, exemple de critères qu'on peut avoir, le beau, le laid, qui sont des critères esthétiques, qui sont des critères spécifiquement philosophiques. Exemple de questions qu'on peut poser, est-ce que c'est beau, c'est laid, pourquoi? Alors, on pourrait très bien réfléchir sur le mensonge. On est en train de dire que le mensonge, c'est bien, c'est mal, mais on pourrait ajouter une couche supplémentaire en disant, oui, mais est-ce qu'il peut y avoir des beaux mensonges? Est-ce qu'il peut y avoir des mensonges qui sont laids? Alors, on vient d'ajouter une couche supplémentaire à notre compréhension de la réflexion en ce sens-là. Les critères esthétiques sont hyper importants. En plus des critères esthétiques, on vient d'en parler un peu des critères éthiques sur le bien, le mal, ce qui est juste, injuste, bon, mauvais, acceptable ou inacceptable. Alors, est-ce que c'est acceptable ce qu'on dit? Est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que c'est bon ou bien de dire ces éléments-là? Pourquoi? Alors, c'est important aussi d'avoir une justification à travers ces questions-là pour aller chercher vraiment le maximum de ces repères-là pour les comprendre et les amener à leur plus haut potentiel. Question éthique, est-ce que c'est acceptable si tout le monde ou si personne ou si dans tous les cas on fait ça? Alors, pourquoi? Alors, on va chercher aussi une dimension éthique de cette façon. Alors, ce sont des petits mots aussi qu'on peut ajouter facilement. Beau, laid, juste, bon, acceptable pour nous aider à faire une réflexion éthique, esthétique. Logique aussi, les critères de la logique qui permettent de voir quelle est la cohérence, la pertinence, la précision dans ce qu'on va dire. Est-ce que c'est pertinent, cohérent, logique de dire telle affaire? Est-ce qu'on se contredit quand on est en train de dire ça et ça en même temps? Alors, ce sont des questions qui nous permettent de voir qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est cohérent dans notre argumentation. Alors ici, on n'est pas juste dans n'importe quel type de questions, on est vraiment dans des questions qui vont nous permettre de voir, dans notre validité qu'on va donner, est-ce que notre validité s'appuie sur la cohérence, la pertinence, de la précision, de la non-contradiction? Alors, c'est ce qu'on va pouvoir aller chercher dans notre validation avec les questions spécifiquement philosophiques en lien avec la logique. Même chose aussi pour les questions épistémologiques. Alors, l'épistémologie qui est l'étude du vrai, du faux, des connaissances et des différents moyens pour y arriver. Alors, on peut vérifier la fiabilité, la validité, la viabilité aussi d'une idée, d'un propos qui va être avancé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est viable ce que tu dis? Est-ce que ça peut durer? Si on le dit aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que ça va être encore vrai plus tard? Ou des questions, comment on fait pour savoir que? Alors, comment on fait pour savoir que quelqu'un est notre ami? Alors, quand on pose ce genre de questions-là, on est dans des questions vraiment d'épistémologie. Alors, des questions qui nous permettent, qui nous forcent à réfléchir sur comment qu'on fait pour savoir sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, et ainsi de suite.
Questions métaphysiques, alors qui sont des questions spécifiquement philosophiques, qui vont nous amener à réfléchir sur ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, sur la pluralité, l'unité, l'unicité des différentes choses. Exemple de question, ben, est-ce que c'est nécessaire de? Pourquoi? Qu'est-ce qui est nécessaire? Ben, est-ce que c'est nécessaire d'avoir de la sexualité quand on est en amour? Alors, ici, ça nous permet de réfléchir d'un point de vue métaphysique. Alors, qu'est-ce qui est essentiel dans l'amitié? Alors, qu'est-ce qui est essentiel? Alors, nous amène à réfléchir, ben, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors, c'est super important d'avoir ces questions-là aussi dans notre réflexion, qui sont des questions métaphysiques. Alors, questions spécifiquement philosophiques qui ajoutent une couche encore plus à notre recherche. Questions spécifiquement philosophiques. Alors, parfois, il y a des petits mots qui peuvent nous aider à ajouter cela. Je vous en ai parlé. Alors, bon, vrai, juste, viable, logique, cohérent, et ainsi de suite. Ce sont des mots qu'on peut ajouter dans nos questions qui déjà nous donnent une dimension philosophique. Mais il y a d'autres éléments aussi qu'on peut mettre comme des petits mots toujours, jamais, rien, tout, personne, tout le monde, nécessaire, essentiel. Ce sont des mots, des petits mots qui nous amènent rapidement vers une recherche philosophique. Mais par exemple, que se passerait-il si c'était toujours ou jamais le cas? Et pourquoi? Alors là, on est déjà dans une réflexion qui nous amène vers de la métaphysique, vers une question qui nous amène vers de l'éthique. Nécessairement, avec les réponses qu'on va donner, on va nous forcer à aller vers ce type de réponse-là. On peut aussi poser une série de questions pour arriver à faire du questionnement philosophique. Parfois, c'est pas juste une question qui permet d'y arriver, mais c'est plusieurs questions. Pourquoi tu dis? En quoi ça fonctionne? Est-ce que ça peut fonctionner pour d'autres personnes? Alors, voyons, on amène d'autres éléments, alors on explore davantage. Est-ce que ça peut fonctionner si tout le monde ou personne le fait? Alors, on n'a pas ajouté ici des mots bien, juste, vrai, mais on fait vraiment une exploration pour donner du sens et de la valeur et de la validité à notre expérience. Alors, c'est le genre de série de petites questions qu'on peut poser pour arriver à questionner d'un point de vue philosophique. Alors, important pour s'assurer de le plus d'objectivité possible, c'est-à-dire pour s'attarder vraiment à la forme et non seulement au contenu, mais c'est important de varier nos questions, de voir quel type de questions qu'on peut poser pour orienter le processus de recherche et le processus de pensée dans différents aspects. Pas rester collé à un seul aspect, mais d'explorer différents aspects. Alors, allons-y avec un exemple pour montrer comment ça peut se faire. Par exemple, on a Karine qui nous dit « c'est pas gentil de pousser ». Alors, de cette phrase-là qui est dite en dialogue philosophique, on peut poser une multitude de questions. Alors, questions qui vont passer soit d'une question générale d'animation jusqu'à une question spécifiquement philosophique. Alors, dépendamment de la question qu'on va poser, ça va avoir un impact sur le processus de recherche et sur le processus de pensée qui va se déployer. Alors, allons-y avec un exemple tout de suite de ce qui peut être fait. Alors, il peut y avoir une multitude de questions qui est posée pour chacun des types. Alors, si on prend ce n'est pas gentil de pousser, on peut poser des questions générales d'animation. Alors, première question qu'on pourrait poser générale d'animation, c'est OK, pourquoi tu dis ça? Alors, pourquoi tu dis, Karine, pourquoi tu dis que c'est pas gentil de pousser? Alors là, c'est très général comme question, on peut avoir différents types de réponses. Ou on peut dire, fais-tu un lien entre ne pas être gentil et le respect? Alors, parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été dit avant sur le respect qui nous permet de faire un lien entre la gentillesse et le respect. Alors, ce sont des questions générales d'animation qui, vous voyez, qui sont deux questions différentes, mais qui vont amener des réponses différentes. Alors, ça, c'est un exemple pour deux exemples à partir de même, mais il pourrait y avoir une multitude de questions qu'on pourrait poser qui sont des questions générales d'animation. Même principe pour les questions de conceptualisation. Alors, ce n'est pas gentil de pousser. Alors, comment qu'on peut questionner pour conceptualiser? Alors, on pourrait avoir deux questions. Alors, ça veut dire quoi pour toi pas être gentil? Alors, ça veut dire quoi pour toi pas gentil? Alors, ça nous force à conceptualiser ici une idée, un thème, un concept. Alors, la gentillesse. Ou on peut poser une question pour conceptualiser un problème. Ben, c'est quoi le problème quand on pousse? Alors ici, on va conceptualiser davantage le problème qui est présent dans ça. Alors, c'est les questions de conceptualisation qui sont directement en lien avec l'intervention de Karine. Après les questions de conceptualisation, on pourrait aussi poser des questions de validation. Alors, c'est pas gentil de pousser, mais on pourrait demander, ben, qu'est-ce qui fait que c'est pas gentil? Pour quelle raison c'est pas gentil? Alors là,
on est en train de demander une validation. Pouvez-vous me donner un exemple où pousser ne serait pas gentil? Alors là, on demande un contexte ou un exemple où pousser, ce serait pas gentil pour être capable de voir si ça tient ou non ce qui est dit dans ça. Alors, on est dans des questions de validation. Alors, vous voyez que les questions qui sont posées là vont amener des réponses complètement différentes les unes des autres. Continuons avec les autres types de questions qu'on peut avoir. Alors, Karine nous dit toujours que c'est pas gentil de pousser. Question spécifique sur les habiletés sociales, sur une habileté sociale ou cognitive. Alors, on pourrait demander, par exemple, comment on sent quand quelqu'un nous pousse? Alors là, ici, on veut faire de la place aux émotions. Alors, on va travailler les habiletés sociales. Ou est-ce qu'il y a-t-il des conséquences à pousser? Là, on est vraiment dans une habileté cognitive. Alors, on demande de dégager des conséquences avec notre question. On a parlé aussi de l'importance de modéliser dans notre rôle d'animateur. Alors, de poser des questions spécifiques sur les habiletés de pensée en disant « As-tu des conséquences? As-tu une hypothèse? » C'est déjà une façon de modéliser. Alors, questions spécifiques sur les habiletés de pensée qui peuvent prendre différentes formes parce qu'il y en a des multitudes d'habiletés sociales une multitude d'habiletés sociales et cognitives qui fait qu'il peut y avoir une multitude de questions. Si on questionne maintenant les modes de pensée, qu'est-ce que ça peut avoir là à partir de ce qui nous est dit? Pourquoi pouvons-nous imaginer une situation où pousser serait gentil? Alors, on est vraiment dans on renverse la perspective et on cherche la créativité. Alors, pouvons-nous imaginer une situation où pousser serait gentil? Les jeunes vont peut-être vous répondre, quand on va se balancer, quelqu'un nous pousse pour aller plus vite, c'est gentil. Ou dans certains sports, comme la luge, il faut pousser pour aller le plus vite possible. Alors, ce serait des situations où on peut trouver. Alors, cette question-là va nous amener complètement ailleurs, voir l'envers d'une position, voir autre chose. On peut avoir aussi des questions qui vont nous amener, même si c'est créatif, l'autre question, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde poussait les autres? Là, on est aussi quand même dans le créatif, mais on demande aussi beaucoup un aspect vigilant, un aspect éthique. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Dans quel genre de monde on vivrait si c'était comme ça? Alors, on est vraiment en train de poser des questions sur les différents modes de pensée. Questions spécifiquement philosophiques qu'on pourrait poser avec ça, qui sont encore multiples. On pourrait avoir des questions à la fois éthiques, logiques, métaphysiques, esthétiques, épistémologiques. Ici, un exemple de métaphysique. Est-ce que c'est la personne qui pousse qui n'est pas gentille ou c'est le geste qui n'est pas gentil? Alors ici, on est en train de faire une distinction très importante entre la personne et le geste, qui est une question fondamentale en métaphysique entre l'auteur et la chose elle-même. Alors, ce sont des exemples qu'on peut avoir de questionnement. Alors, on comprend que pour être objectif, il faut le plus possible réussir à s'attacher à ces différents aspects-là.